Voilà, donc nous accueillons ce matin, et donc je ne vais pas accrocher les noms et prénoms, Monsieur François Clancher, donc directeur de l'Institut national des études démographiques, l'INED, accompagné de Monsieur Toulemont également, et à mes côtés, Madame Sylvie Lominez, chef de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE, afin d'évoquer un sujet important, l'évolution de la natalité en France. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et sera consultable en vidéo à la demande. Madame, Monsieur, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré en 2025 plus de décès que de naissances. 645 000 naissances pour 651 000 décès, si mes chiffres sont bons. Si nous savions que cette inversion du solde naturel devait intervenir au cours des prochaines années, elle est arrivée plus vite que ce que les experts anticipaient il y a encore quelques années. Une telle tendance ne peut que nous interpeller d'un point de vue collectif. Pardon. Au-delà du vertige quasi existentiel qu'il y a derrière ces chiffres, l'avenir de notre modèle économique et social est évidemment en jeu. Il est donc important que notre commission s'y intéresse, en comprenne les causes et les conséquences en termes d'évolution de la population à l'échelle des prochaines années et des prochaines décennies. Dans cette optique, le regard scientifique et statistique de vos instituts est indispensable. Nous poursuivons peut-être nos auditions sur cette question au cours des prochaines semaines en entendant des économistes et autres spécialistes du sujet. Je vais donc vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire. Et ensuite, les membres de la commission vous interrogeront dans un échange constructif. Et je demanderai peut-être à Olivier Henno de débuter, puisque Olivier Henno est le rapporteur de la branche famille, donc sécurité sociale, donc notre spécialiste du sujet, entre autres. Voilà. Je vous laisse la parole. Qui commence? Madame Lominez, c'est à vous. Oui, c'est ça. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je vais commencer avec des faits stylisés pour ma part, les évolutions récentes de la fécondité, en m'appuyant notamment sur le dernier bilan démographique que l'INSEE a publié à la mi-janvier et dont les chiffres les plus marquants viennent d'être rapportés, ainsi que sur les données du recensement de la population qui sont parues en fin d'année dernière. Et puis je dirai quelques mots des projections, de ce qu'on peut dire pour le futur et terminerai avec quelques éléments de comparaison européenne. Je ne sais pas comment... Voilà. Alors, tout d'abord, les naissances rapidement. Vous avez ici représenté l'évolution des naissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout à gauche, en 1946 jusqu'à aujourd'hui, en rouge pour la France et en bleu, où on a des séries qui remontent plus loin dans le temps pour l'Hexagone. Vous voyez qu'en 2025, il y a 645 000 naissances, comme ça a été rappelé. On est passé sous le seuil des 700 000 en 2023. Il n'y a pas si longtemps encore, on dépassé les 800 000 du milieu des années 2000 jusqu'au début des années 2010. Et vous voyez à peu près 3 périodes qui semblent se dessiner. Enfin, une très claire, la période du baby-boom jusqu'au premier choc pétrolier avec des naissances chaque année supérieures à 800 000 ou 900 000. Ensuite, une période jusqu'au début des années 2010 avec des naissances qui fluctuent quand même, qui ont pu descendre pas loin de 700 000. Et cette dernière période où la baisse semble durable pour le moment. Alors, si les naissances baissent, c'est parce que la fécondité des femmes baisse, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'elles ont, parce que le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, lui, il ne diminue pas, il est plutôt stable, et même, on verra, il va me remonter un tout petit peu en lien avec les naissances plus nombreuses qu'il y a eu autour des années 2000. Donc là, c'est l'indicateur conjoncturel de fécondité, on l'appelle aussi la fécondité du moment, qui dit combien les femmes auraient d'enfants au terme de leur vie féconde si une année donnée, elles avaient les taux de fécondité par âge observés. Donc cet indicateur, vous voyez, lui aussi, il a pas mal fluctué au cours du temps. Depuis le premier choc pétrolier, il oscillait plutôt autour de 1,8, pouvant descendre un peu plus bas, remonter. Il était autour de 2 vers 2010. Et là, on est passé en dessous de 1,6 enfants, très précisément 1,56 en 2025, donc un niveau faible.
La slide d'après montre que les taux de fécondité continuent de reculer aux âges les plus féconds. Vous voyez ici en gris les taux de fécondité des femmes âgées de 30 à 34 ans qui avaient augmenté, alors là c'est représenté depuis le milieu des années 90, c'était ensuite situé sur un plateau et leur fécondité a diminué ces dernières années et assez, j'ai envie de dire brutalement en tout cas en 2023. Et la baisse se poursuit. La fécondité des 25-29 ans, qui, elle, diminuait depuis un petit moment, et bien la baisse s'accentue. Et aux âges plus élevés, où la fécondité est un peu moins importante, mais qui était en hausse continue, par exemple pour les 35-39 ans en jaune, eh bien on voit que cette hausse, elle semble stopper pour le moment. Donc il y a vraiment une baisse pour les âges les plus féconds, et une hausse qui semble, enfin en tout cas ça stagne pour les femmes plus âgées. Et puis sur la fécondité, le dernier point que je voulais aborder, si on peut voir le slide suivant s'il vous plaît. Ah oui, non, alors je voulais juste dire, mais c'est très lié à ce qu'on vient de voir, que l'âge moyen à la fécondité ne cesse d'augmenter. Il est depuis la fin des années 70 et il est de un peu plus de 31 ans, tout rang de naissance confondu. Et s'il augmente, c'est parce que l'âge au premier enfant augmente. Et puis pour terminer sur ce constat, un indicateur qui est très intéressant quand on regarde la fécondité, c'est la descendance finale, c'est-à-dire le nombre d'enfants que les femmes auront au terme de leur vie féconde. La seule chose, c'est qu'on ne l'observe pas pour les générations les plus récentes, puisqu'il faut attendre que les femmes aient atteint l'âge de 45-50 ans. Alors vous voyez ici représenter la descendance finale entre 30 ans et 50 ans pour les femmes, et tout d'abord en bleu, la génération des femmes nées en 1965. Donc vous voyez qu'à l'âge de 30 ans, elles avaient environ 1,3 enfants, et puis au terme de leur vie féconde, c'était un petit peu au-dessus de 2. Quand on regarde les générations des années 70, ici en rose saumon sont représentées les générations 70-75, elles avaient déjà moins d'enfants à l'âge de 30 ans, mais ensuite elles ont quand même rattrapé à l'âge de 50 ans avec une descendance finale un peu supérieure à 2. Mais c'est aussi vrai pour la génération 80 en rouge ou 85 en vert. Vous voyez que la fécondité, enfin la descendance finale à 30 ans, elle a encore diminué par rapport aux générations précédentes. Et bien pour autant, il y a un rattrapage. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand on voit des générations plus récentes, la génération 90 en noir, vous voyez qu'à 30 ans, il y a quand même encore un décrochage voilà, avec moins d'un enfant par femme en moyenne. Et vous voyez qu'à 35 ans, l'écart avec les générations précédentes, il est quand même, il demeure. Donc voilà, la question pour le futur, c'est qu'est-ce qui va en être pour ces générations-là. Et quand on voit la génération 95 qui a 35 ans aujourd'hui, qui a 30 ans aujourd'hui, pardon, eh bien, la descendance finale est de 0,85 enfants par femme. Alors, je vais dire quelques mots des projections pour le futur, parce que l'INSEE réalise des exercices de projection démographique tous les 5 ans. Le dernier exercice, c'est celui que vous voyez sous les yeux, 2021. Et le prochain, c'est cette année, et on accélère le calendrier pour être capable notamment de livrer des projections démographiques actualisées au Conseil d'orientation des retraites. Donc, on publiera nos résultats la première quinzaine du mois de juin, donc dans un calendrier anticipé par rapport à d'habitude. Alors, quand l'INSEE fait les projections démographiques, les hypothèses, elles ne se font pas en chambre. On consulte de très nombreux experts. Alors, nos collègues de l'INED, mais aussi beaucoup d'autres chercheurs d'administration en France ou à l'étranger. Et quand on avait établi ces hypothèses en 2021, les experts, en fait, étaient très partagés sur l'hypothèse centrale de fécondité entre 1,80 et 1,85. Donc, les choses ont changé depuis. Donc, on avait retenu une hypothèse centrale à 1,80. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi des hypothèses basses à 1,60 enfants par femme et même une hypothèse de travail à 1,5 enfants par femme. Donc on verra, ça aide à penser un petit peu le futur. Je ne peux pas parler de l'espérance de vie. Et sur l'immigration, parce que j'en parlerai un petit peu, on était resté sur une hypothèse de sol migratoire de 70 000 par an, mais qui correspondait à la moyenne de ce qu'on observait à cette époque-là dans le passé. Depuis, il y a des soldes migratoires plus importants.
mais il y avait une hypothèse haute de 120 000 qui correspond à peu près à la moyenne de ce qu'on peut observer sur les dernières années avant la crise sanitaire. Donc, je vais juste vous illustrer très rapidement, si on peut voir le slide d'après. Je vais regarder les impacts d'hypothèses. Alors, non, il fallait rester sur le précédent, d'hypothèses basses de fécondité à 1,6 en violet ou très basse 1,5 par rapport à une hypothèse centrale à 1,8. Et je vais aussi regarder par rapport à une hypothèse basse de fécondité de 1,6%, qu'est-ce que ça fait d'avoir un solde migratoire plus haut, donc de 120 000 plutôt que de 70 000, et ça sera en vert. Alors, je vais aller vite, hein. On pourra y revenir si vous voulez. À gauche, vous avez la projection du niveau des naissances de 1994 jusqu'en 2070. En noir, c'est ce qui est observé, donc vous voyez la baisse hein, ces dernières années. En rouge, c'est l'évolution des naissances avec un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,8. Ensuite, en vert, c'est 1,6, mais un solde migratoire haut. Et en violet, puis en bleu, c'est les hypothèses de fécondité à 1,6 et 1,5 avec un solde migratoire de 70 000. Ce que vous voyez, c'est qu'à part le scénario rouge, dans tous les scénarios, le nombre de naissances reste en dessous de 700 000. Et il y aura un petit rebond quand même des naissances entre les années 2030 et 40 en lien avec les générations plus nombreuses qui sont nées entre le milieu des années 2000 et 2010. Vous avez vu, on était aux alentours de 800 000. Et quelque chose qui est très inscrit dans notre histoire, c'est le vieillissement de la population. Et là, quels que soient les scénarios, vous voyez des décès qui augmentent, tout simplement parce que les générations nombreuses du baby-boom arrivent à des âges de plus en plus élevés, où on décède plus souvent. Et donc, vous voyez, hein, c'est inexorable. Et on le sait depuis très longtemps. Hein, les décès vont augmenter et on va se retrouver avec des années, dans les années 2050, avec 800 000 décès à peu près chaque année. Et la conséquence de tout ça, c'est la slide d'après, c'est le solde naturel. Alors, vous avez dit, Monsieur le Président, qu'il était négatif en 2025. On voit à droite, parce que les courbes de naissance et de décès se sont croisées, donc un solde naturel de moins 6 000. Et là, en projection, on voit qu'il reste dans les différents scénarios durablement négatifs, évidemment d'autant plus négatifs que la fécondité est basse. Et puis le scénario vert, un solde migratoire plus élevé compense un petit peu, voilà, mais pas non plus énormément. Slide d'après, s'il vous plaît. La population, dans tous les scénarios, elle va continuer de croître, mais elle va diminuer à partir d'un certain moment. Et évidemment, là, l'apport des migrations est important. Vous voyez les courbes rouges et vertes qui se rejoignent. Ensuite, la population vieillit, donc je ne vais pas détailler non plus, mais à droite, vous avez la pyramide des âges aujourd'hui, en 2026. À gauche, les hommes, à droite, les femmes. Et vous avez représenté à quoi va ressembler la pyramide des âges si la fécondité est durablement de 1,6 enfants par femme et le solde migratoire de 120 000. Et vous voyez bien un rétrécissement dans le bas de la pyramide des âges et puis un accroissement des personnes les plus âgées. Et donc, j'ai envie de dire presque un vieillissement à la fois par le bas et par le haut. Et la conséquence de tout ça, c'est sur la slide d'après, c'est ce qu'on appelle le ratio de dépendance qui rapporte le nombre de seniors âgés de 65 ans au plus aux personnes d'âge actif entre 20 et 64 ans, qui est de 40% aujourd'hui, 4 seniors pour 10 personnes d'âge actif et qui va augmenter. Alors après, tous ces chiffres-là, vus comme ça, on se dit, bon, c'est pas important, mais c'est assez important selon les différentes hypothèses qu'on va faire. Voilà. Et je conclue très rapidement avec quelques éléments de comparaison européenne. Tout d'abord, en 2023, c'est le slide qui suit, la fécondité de la France reste l'une des plus élevées dans l'Union européenne. C'est le bâton en rouge, mais on a été supplanté par la Bulgarie en 2023. L'Allemagne en vert se situe dans la moyenne européenne, qui est représentée tout à droite en noir. Les pays du Sud, notamment l'Espagne et l'Italie, sont parmi les pays qui ont la fécondité les plus faibles. C'est aussi le cas de la Pologne, qui est un des 5 grands pays européens en termes de population.
Le slide d'après, on voit en fait l'évolution de la fécondité depuis le début des années 2000 jusqu'en 2023 dans les différents pays européens. Alors tout d'abord, en haut à gauche, l'Europe occidentale. Donc vous voyez la France c'est en rouge à chaque fois sur tous les graphiques, et la moyenne de l'Union européenne c'est en trait noir pointillé. Donc vous voyez quand même un mouvement à la baisse pour plusieurs pays d'Europe occidentale, notamment après la crise de 2008. Mais en France, ça a baissé plus tardivement et plus lentement au départ, même si ces toutes dernières années, ça s'accélère. Et l'Allemagne en jaune, qui était en dessous de la moyenne européenne et qui a rattrapé le niveau européen ces dernières années. En haut à droite, vous avez l'Europe du Sud. Donc là, très clairement, les pays sont en dessous de la moyenne européenne. Et vous voyez pour l'Espagne en violet, pour l'Italie en bleu, la fécondité diminue depuis de nombreuses années. Elle réaugmente légèrement au Portugal, en revanche, en jaune. L'Europe du Nord... en bas à gauche, vous voyez là au contraire, c'est des pays avec une fécondité élevée, mais des pays pour lesquels la fécondité diminue aussi. Donc vous voyez l'Irlande en vert, où la France et l'Irlande en fait se partageaient le premier rang en début de période, et ensuite en Irlande, la fécondité a diminué. C'est aussi le cas en Suède en bleu, et puis vous voyez la France. Et puis l'Europe de l'Est, alors là c'est un petit peu différent. Il y avait beaucoup de pays qui avaient une fécondité très inférieure à la moyenne européenne, et elle augmente dans certains pays. Alors la Bulgarie en trait orange pointillé, mais c'était aussi le cas en Roumanie, par exemple en bleu, même si ces toutes dernières années, on assiste, alors selon ces données d'Eurostat, à une baisse. Voilà, je vais arrêter là pour ce propos liminaire. Merci pour ces présentations. Je vous indique que tous les graphes sont des métères, si vous avez besoin. Bien. Eh bien, on continue le tour de table. Merci, merci à tous et à toutes de votre invitation. Donc, je vais compléter ce que m'a dit Madame Leminez sans le répéter, parce que nos deux institutions partagent totalement tous ces éléments quantitatifs. Moi, je vais essayer de vous donner quelques éléments de perspective sur ce que les chercheurs de l'INED considèrent comme étant l'évolution probable de la natalité en France. Essayez de vous donner quelques éléments sur l'explication de cette baisse, sur ses conséquences, et puis s'il reste un peu de temps, sur éventuellement la nature des politiques qui seraient susceptibles, dans une certaine mesure, d'y mettre fin. Alors, d'abord, premier élément, donc, je crois que la description de la baisse du nombre de naissances et de la natalité en France depuis une quinzaine d'années, et surtout depuis 10 ans, je ne vais pas la répéter. D'après nos analyses, cette baisse n'est pas conjoncturelle. Ce n'est pas un événement dû à une situation économique ou politique, j'ai envie de dire, de court terme. C'est quelque chose qui est vraisemblablement appelé à durer. On avait connu aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, des baisses pendant quelques années de l'indice conjoncturel de fécondité en France, en particulier dans les années 90, qui s'était traduite ensuite par une remontée. Nous ne pensons pas que c'est un phénomène comme ça conjoncturel qui va être amené à se remonter. Nous ne pensons pas qu'on va retrouver dans les années qui viennent un indicateur de fécondité autour de 2. Alors pourquoi est-ce que nous avons ce relatif pessimisme? D'abord, la fécondité baisse à tous les âges, alors que pendant longtemps, comme l'a montré Madame Leminez tout à l'heure, on avait une fécondité qui baissait aux âges jeunes, mais qui était compensée par une hausse aux âges plus âgés, parce que nous étions dans une phase de décalage du calendrier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qu'on constate aussi, c'est la question qui nous a été posée tout à l'heure, c'est que cette baisse, on la trouve partout en France, à la fois dans tous les territoires urbains, les territoires ruraux, dans l'ensemble de l'Hexagone. On la trouve aussi dans toutes les catégories sociales. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous semble vraiment à la fois durable et général. Le deuxième élément qui nous fait penser que cet élément est structurel, ce sont les résultats que nous avons publiés, notamment Monsieur Toulmont l'été dernier, les résultats de la dernière enquête relations familiales et intergénérationnelles, dans lequel nous voyons à la fois que
le nombre d'enfants souhaités, les intentions de fécondité, en particulier des jeunes adultes, sont beaucoup plus basses qu'il y a 20 ans. Chez les jeunes de 30 à 34 ans, en 2005, quand vous demandiez aux personnes combien d'enfants souhaitez-vous avoir, et qu'on additionnait ce souhait d'enfant aux enfants qu'ils avaient déjà eus, eh bien on arrivait à un total de 2,6. Aujourd'hui, ce total est de 1,9. Voilà. Donc, les intentions de fécondité des jeunes adultes sont orientées en baisse pour les hommes comme pour les femmes, dans toutes les catégories sociales, pour toutes les origines, pour tous les niveaux de revenus. Ça, c'est quand même un élément qui est important. Et en particulier, ce que l'on constate, c'est l'augmentation du nombre de personnes qui disent ne pas souhaiter avoir d'enfants. Cette part augmente. On a une concentration de l'intention de fécondité autour du nombre de 2, et puis une diminution du nombre de personnes qui souhaitent avoir plus de 2 enfants. Ça, ce sont vraiment des éléments forts. Deuxième élément qui nous rend relativement pessimistes sur la perspective d'une remontée importante de la fécondité, c'est la baisse de la taille idéale des familles. C'est-à-dire non seulement les Français veulent avoir moins d'enfants, mais considèrent que la taille idéale de la famille, qui était de 2,7 enfants en 1998, est aujourd'hui de 2,3. Voilà. Donc, alors, il y a toujours eu un écart entre la taille idéale et la taille réelle qui était plutôt de 2, mais le fait que la taille idéale baisse, ça nous dit quelque chose sur l'opinion générale de la population, sur la sociologie, sur la vision de la famille dans notre société. Cette taille idéale, elle est à peu près la même quel que soit l'âge, et elle a baissé aussi quel que soit l'âge au cours des 20 dernières années. Troisième élément qui nous fait penser qu'il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il y ait une forte reprise à la hausse, c'est que nous nous situons dans un mouvement qui est non seulement européen, comme l'a dit Sylvie Leminez, mais qui est mondial. La fécondité, elle a baissé dans le monde entier. Aujourd'hui, tous les pays du monde, j'ai envie de dire du Japon jusqu'au Chili, on peut le prendre dans le sens où on veut, selon le sens où on lit, sauf l'Afrique et quelques régions d'Asie, mais seulement quelques régions d'Asie, ont une fécondité inférieure au seuil de renouvellement, inférieure à 2. Je crois que c'est très important de voir ça. Aujourd'hui, non seulement la France n'est pas isolée, et même plutôt en haut des classements en Europe, mais elle est en haut des classements dans le monde. Et encore une fois, vous regardez une carte, vous regardez évidemment les pays d'Asie du Sud-Est, vous regardez la Chine, l'essentiel de l'Inde, la Turquie, l'ensemble de l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Dans tous ces pays, la fécondité est inférieure à 2 et elle est nettement en baisse. C'est un sujet sur lequel nous avons publié récemment, avec l'exception effectivement de l'Afrique, dans lequel effectivement la fécondité baisse là aussi fortement, mais reste supérieure au seuil de renouvellement des générations. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Alors du coup, les causes de cette baisse, il ne faut pas les penser uniquement, j'ai envie de dire, à l'échelon national, ni à l'échelon de notre conjoncture économique ou même politique. C'est vraiment un phénomène sociétal, mondial. Alors, ce que les démographes au niveau mondial considèrent comme étant aujourd'hui une deuxième transition démographique, après celle qui nous avait amené d'une autre, vous savez, ce qu'on a appris tous à l'école, au lycée, au collège, c'est-à-dire on passe d'une forte mortalité et une forte natalité à une faible mortalité, notamment une très faible mortalité dans les âges jeunes et une natalité qui s'y adapte. Et tout ça s'équilibre finalement autour de 2 enfants par famille. Eh bien, cette transition que nous avons vécue, on voit arriver une deuxième transition dans laquelle la natalité est beaucoup plus basse que les 2, les fameux 2 qui permettent de renouveler. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû vraisemblablement à la montée d'un certain individualisme, c'est-à-dire qu'on ne considère pas aujourd'hui qu'on doit faire des enfants et qu'on doit à la société des enfants, mais on a des enfants parce qu'on en a envie, et parce que c'est aussi cohérent avec notre souhait de vie, aussi parce que le coût de l'éducation augmente et que du coup, comme l'exigence vis-à-vis de l'éducation d'enfants est plus forte et que son coût augmente, eh bien on hésite à avoir des enfants. Ensuite, parce que la maternité est contraignante pour la vie personnelle et professionnelle, notamment pour les femmes, c'est-à-dire avoir des enfants, ça coûte dans la carrière et ça coûte dans la vie professionnelle, parce qu'il faut à la fois on a une carrière plus difficile quand on est mère, et on a aussi une vie personnelle qui est
j'ai envie de dire, qui est prise à la fois par le travail et par l'éducation des enfants, et dans lequel, collectivement, les hommes sont beaucoup moins présents. Et puis, on voit aussi une peur pour l'avenir. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a bien vu aussi, que Laurent Toulmont a bien montré dans les premiers résultats de l'enquête sur les intentions de fécondité, c'est que les jeunes générations ont plus peur pour elles, c'est-à-dire peur d'un déséquilibre en défaveur de leur génération, enfin en défaveur de la jeunesse, ont une peur sur l'évolution de la démocratie, une peur sur l'évolution aussi écologique de la planète, et que ça pèse aussi sur leurs intentions de fécondité, à la limite presque plus que leur peur économique. C'est-à-dire, quand on regarde le niveau d'inquiétude, c'est moins le niveau d'inquiétude économique qui pèse sur les intentions de fécondité que l'inquiétude sur la société en général, l'avenir de la planète et l'équilibre entre la génération. Et je voudrais vous citer quelques données qui ne viennent pas de l'INED, mais d'une enquête qui a été menée l'an dernier par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui s'est intéressé aux approches de la parentalité chez les 20-35 ans. Et notamment, je trouve ça intéressant, hein, bon, je ne veux pas tout vous dire, mais il y a une typologie de la façon dont les jeunes voient la famille. Alors, chez les jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui sont aujourd'hui majoritaires, chez les 20-35 ans, vous avez 40% en gros des jeunes qui ont une vision conformiste de la parentalité, qui considèrent qu'il faut être parent, parce que, j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est un rôle de jeunes. Vous avez 40% qui considèrent que c'est une contrainte, à peu près autant, parmi les jeunes générations, considèrent que c'est une contrainte par rapport à quelque chose qu'il faut faire, et puis on a 20% qui le perçoivent comme une source d'épanouissement. Voilà, mais 20%. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des écarts entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les hommes sont plus nombreux à considérer qu'il faut le faire, il faut être conforme, voilà. Et alors que les femmes considèrent plus que la parentalité est contraignante. Voilà. Non mais, c'est important de le savoir et d'en le dire. Alors, parmi les parents, voilà. Alors parmi les parents maintenant, on a la même chose. Ça, c'était parmi ceux qui n'ont pas d'enfants. Ensuite, parmi ceux qui ont des enfants. Alors parmi ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une vision épanouie de la famille sont un peu plus nombreux, 44%, mais 44% seulement. Ceux qui ont une vision conformiste sont 20%. Ceux qui ont une vision enthousiaste, ça c'est nouveau, sont 20%. Donc il y a un peu plus d'enthousiasme et d'épanouissement chez ceux qui ont des enfants que chez ceux qui n'en ont pas. Et puis, il y en a 12% qui considèrent que c'est une contrainte. Et là aussi, les hommes restent majoritaires parmi ceux qui ont une vision conformiste et les femmes parmi ceux qui ont une vision épanouissante. Et je voudrais en profiter pour donner un autre chiffre, là, qui ne vient pas du HCFEA, mais plutôt des études de l'INED, c'est que parmi la baisse de la fécondité que l'on constate, on a l'impression que la baisse, elle porte plutôt sur les premières naissances. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que, hein, voilà, aujourd'hui, l'hésitation. Alors, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des effets d'âge, mais globalement, ce sont les premières naissances qui diminuent le plus. Ensuite, on a l'impression que parmi ceux qui ont déjà un enfant, la proportion de ceux qui en ont un second, elle, ne diminue pas. Bon, il faut voir si ça dure, mais voilà, nos premières années. Donc, il semblerait que le sujet, ça soit plutôt le premier enfant. Alors, je sens que j'ai été long. Juste quelques éléments sur les conséquences, et puis après on pourra parler, si vous le souhaitez, des politiques. Donc, dans les années qui viennent, il faut bien voir que le premier élément, c'est le vieillissement de la population. C'est ça le premier élément, le plus fondamental, le premier impact économique. Et c'est ce qu'a dit Sylvie. Et ça, de toute façon, quelle que soit l'évolution de la natalité, c'est écrit dans notre pyramide des âges, notre population va vieillir. Et puis parce que la durée de vie augmente, et ça, c'est plutôt un élément positif. Donc, retard des décès, conséquence du baby-boom, et ça, il n'y aura pas de retour en arrière là-dessus. Il y aura de plus en plus de décès dans les années qui viennent, donc la question évidemment du bien-être des personnes âgées et des modalités de la prise en charge, notamment en cas de dépendance, est évidemment fondamentale. La baisse de naissance, elle, à court terme, on peut considérer qu'elle va, entre guillemets, nous permettre de faire un certain nombre d'économies, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants à former, moins de très jeunes enfants dont il va falloir assurer la garde dans les années qui viennent, ce qui pourrait nous permettre de faire des économies, mais aussi d'améliorer des politiques, parce que dans 20 ans, ces enfants qui ne sont pas là aujourd'hui ne seront pas potentiellement des actifs. Et donc là,
la question, c'est plutôt comment, avec moins d'enfants, avoir une activité économique aussi forte. Et là, ce sont les questions de qualité de la formation et aussi de productivité et aussi de place des jeunes générations dans l'emploi, puisque on sait aussi, mais ça, bon, vous le savez, que le sujet en France, c'est plutôt la proportion de personnes qui ne travaillent pas, qui est problématique, plutôt que le nombre de personnes. Alors évidemment, à plus long terme, la population de la France pourrait diminuer, mais dans des rythmes qui dépendent aussi beaucoup du solde migratoire. Hein. Et donc là aussi, la question de la migration quantitative sur le nombre de personnes, mais aussi la question de la façon dont les personnes qui viennent s'installer sur le territoire travaillent et contribuent. Hein. Puisqu'évidemment, donc là, évidemment, toutes les politiques qui permettront d'intégrer socialement et économiquement les migrants nous permettront de compenser d'ici 20 ans la baisse au moins provisoire des personnes en âge de travailler. Voilà, je propose de m'arrêter là, on pourra répondre à la question. Lancer le débat. Très bien. Eh bien, je vais commencer par donner la parole à Olivier Henno. Merci, Président. Merci pour ces explications très intéressantes et très précises. Vous nous avez donné en bonne partie les causes, hein, vous êtes à la recherche des causes profondes, nous aussi, et puis on est parallèlement aussi à la recherche des politiques publiques qui peuvent influencer cette réalité. Évidemment, nous ne sommes pas en Chine comme à une époque, encore que c'était pour obliger à la baisse. Il n'y a pas encore de pays qui ont obligé à la hausse, hein. Il n'y a pas encore de pays qui ont obligé d'avoir 2 enfants. On ne le fera pas, hein, évidemment. Mais enfin, c'est une question qui nous bouleverse, qui a des conséquences considérables, notamment pour ce qui concerne la France. Mais est-ce que, selon vous aussi, c'est vraiment lié au développement, puisque c'est un phénomène mondial? On le voit en Asie, où c'est quelquefois plus terrible encore. Hein. En Corée, on se rapproche de 1, je crois. Hein. On est même en dessous. Vous voyez, en dessous de 1, ça veut dire une division par 2 du nombre d'habitants dans le pays très, très rapidement. Hein. Donc, ce sont des tendances très fortes. Vous dites l'Afrique, mais même au Maghreb, on se rapproche de 2, ou on est quelquefois même en dessous dans certains endroits. Et même l'Afrique subsaharienne commence quand même à baisser de manière significative. Donc, mes questions concernent notamment à la fois, vous avez beaucoup répondu d'abord, mais de faire en sorte de peut-être encore comprendre un peu mieux. Dans la partie des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui... est-ce que vous avez identifié, notamment dans les 40-45 ans, vous l'avez abordé déjà, mais peut-être approfondir, le choix délibéré, est-ce que c'est lié à l'infertilité? Est-ce que c'est lié à la solitude? Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans les causes? Sur les disparités territoriales, vous l'avez abordé aussi. Est-ce que vous savez identifier, par exemple, les causes? Est-ce que ça peut parfois être le prix du logement au mètre carré, par exemple? Est-ce que ça peut être l'accessibilité aux services de garde d'enfants, qui est peut-être difficile dans certaines villes, dans certaines métropoles ou même dans certains endroits? Existe-t-il des retournements? On a fait un déplacement avec quelques collègues et le président au Portugal. On a vu qu'il y avait un début d'inversement de cours, mais force est de reconnaître qu'ils ont mis des moyens considérables, notamment très concrètement en visant la gratuité des crèches et des modes de garde. Est-ce que selon vous, ça peut avoir de l'influence, puisqu'on est à la recherche de politiques publiques? Et de manière plus générale, quels facteurs, nous, puisqu'on est responsable à présentation nationale, mais on est à la recherche de politiques publiques, quels facteurs peuvent être déterminants pour relever et pour avoir des motifs d'espoir le taux de natalité dans notre pays? Je vous remercie. Répondre à ces premières séries de questions et après on ouvrira le débat. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, premier sujet, je ne les prends pas dans l'ordre, sur la question ville-campagne, globalement, on constate que la fécondité est
plus élevée aujourd'hui dans les zones, disons, pas denses. Disons qu'elle est faible dans les grandes villes et qu'elle augmente quand on s'éloigne des grandes villes, qu'on va d'abord dans leur périphérie, puis ensuite dans les zones rurales. Donc effectivement, on trouve un gradient de fécondité très clair. Cependant, la baisse, elle a lieu partout. Donc là, je pourrais vous envoyer la toute dernière publication du bilan de conjoncture démographique de l'INED au mois de décembre, dont on pourra vous redonner les coordonnées, le montre très clairement. Voilà, plus vous viviez dans une zone qui n'est pas dense, plus globalement vous avez d'enfants à âge donné. Donc, il semblerait que plutôt, pour répondre à votre question, le prix au mètre carré joue plus que l'accessibilité aux services, puisque quand on va habiter dans des zones rurales ou dans les petites villes, l'accès à des services de garde d'enfants est peut-être plus difficile, mais par contre, évidemment, la surface disponible est importante. C'est plus importante. Alors, en revanche, la baisse, elle a lieu partout. La baisse des dernières années, elle est à la fois dans les zones rurales, les petites villes et les grandes villes. Ce que l'on constate aussi, c'est que les personnes qui déménagent des grandes villes vers les petites villes ou des grandes villes vers la campagne ont plus d'enfants dans les années qui suivent le déménagement. Le problème, c'est que dans quel sens ça se fait? Est-ce que c'est ceux qui veulent le plus d'enfants qui déménagent ou est-ce que c'est le déménagement? Évidemment, il y a un mélange des deux. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, on voit qu'il y a un lien entre le projet la réalisation d'un projet parental et les déménagements, mais sans qu'il soit évidemment facile de dire dans quel sens. Alors, vous parlez des questions d'infertilité et de leur rôle. Les experts qui ont travaillé sur ce sujet considèrent que les questions d'infertilité, donc la difficulté d'avoir un enfant, jouent pour peut-être 0,1% maximum en gros, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'aide à la procréation, excusez-moi, procréation assistée, on aurait 0,1 enfant de moins. Bon. Et encore, c'est un maximum. Donc, ce n'est pas la question de l'aide à la procréation n'est pas à elle seule une solution globale. Alors, c'est évidemment une solution pour la souffrance des couples et pour les personnes qui veulent avoir des enfants. Hein, bon, évidemment, ça les aide, mais globalement, ce n'est pas la solution globale. C'est une solution qui permet effectivement aux couples d'un certain âge, notamment d'avoir des enfants, ou aux couples qui souffrent de certaines pathologies, d'avoir des enfants, mais à elle seule, ce n'est pas de nature à régler la question. Ce qui est sûr, c'est qu'une information de la population, des jeunes, sur le fait que la fertilité baisse au-delà d'un certain âge, pourrait peut-être, dans une certaine mesure, elle aussi jouer probablement à la marge sur la réalisation des désirs de fécondité. C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui souhaitent avoir des enfants et qui n'en ont pas. Hein. Donc effectivement, les aider à en avoir, ça peut être une bonne chose. Il y a aussi quelque chose qui est important, qui a permis à la France, vraisemblablement pendant longtemps, d'échapper à la baisse de la fécondité, c'est que nos politiques familiales dans leur ensemble sont générales. C'est-à-dire que nos politiques familiales ne vous exigent pas que vous soyez marié, par exemple, pour avoir des enfants. Hein, voilà, donc évidemment, quand les pays qui nous regardent, enfin, qui se comparent à nous, considèrent que, effectivement, le fait que les incitations fiscales, les aides fiscales à la famille soient à la fois pour les mariés, les non-mariés ou les mères seules, etc. Ça, c'est très important. Qu'aujourd'hui, la procréation médicale assistée soit ouverte aux couples de femmes ou aux femmes seules, évidemment, ça ne fait pas beaucoup, mais tous ces éléments qui font que les politiques d'incitation à la famille, les politiques familiales soient universelles, ça, c'est des choses qui jouent et qui globalement ont aidé la France jusqu'à présent à rester plutôt en haut des classements que l'on a vus, même si on n'est pas dans un concours, mais aujourd'hui d'avoir plutôt une fécondité plus élevée que des pays comparables, ça c'est clair que ça peut jouer en faveur si on souhaite faire remonter la fécondité. Alors, y a-t-il eu des retournements, etc. Est-ce qu'il y a des politiques qui permettent de faire remonter la fécondité? Globalement, non. Globalement, en tout cas, des politiques strictement pronatalistes, c'est-à-dire qui visent uniquement, j'ai envie de dire à court terme, à dire là, maintenant, faites des enfants, qu'elles soient incitatives ou qu'elles soient même plus des politiques de type, des politiques chinoises, non, ça ne marche pas.
Aujourd'hui, juste dire aux gens, faites des enfants, et même à les aider à très court terme, à leur donner à leur verser des aides ou à leur verser des compensations parce qu'elles ne travaillent pas, ça marche. Ça peut marcher à court terme, sur quelques années. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut accélérer un calendrier de fécondité. C'est-à-dire que vous faites, dans les pays dans lesquels on a mis en place des aides fiscales ou des aides sociales, effectivement, ça a pu, pendant quelques années, faire remonter leur nombre de naissances. Simplement, la fécondité, ça se joue sur 20 ans. C'est-à-dire que c'est un souhait de fécondité pour une famille, ça se fait ou pour une personne, ça se fait entre 20 ans et 40 ans. Et donc, si vous avez tout d'un coup une aide à la fécondité qui arrive ou une incitation, vous allez peut-être la prendre, mais du coup, c'est un enfant que vous aurez un peu plus tôt, que vous aurez tout de suite, mais ça ne changera pas votre perspective. Or, ce qui est important au niveau global sur la société, c'est le nombre total d'enfants que les hommes ou les femmes auront. Et ce n'est pas tellement l'âge où ils les auront. Donc, globalement, si vous prenez l'exemple de la Chine, la politique de l'enfant unique, quand elle était extrêmement coercitive, n'a pas fonctionné. Les Chinois ont un enfant par femme depuis qu'ils n'ont plus la politique de l'enfant unique. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez la même politique un peu coercitive qui vise à forcer, non pas forcer les femmes, mais par exemple empêcher les femmes d'avorter ou empêcher la stérilisation. Eh bien, ces politiques coercitives ne fonctionnent pas plus à la hausse qu'elles n'avaient bien fonctionné à la baisse. Donc, on pense que les politiques publiques qui pourraient éventuellement permettre un retournement, ce serait plutôt, outre, comme je l'ai dit, des politiques qui aident l'ensemble des familles et l'ensemble des formes familiales, ce seraient des politiques d'information sur les questions de sexualité, de droits affectifs et de droits reproductifs. Ça serait, ce que je disais tout à l'heure, des politiques qui permettraient aux femmes de ne pas être pénalisées en tant que mères dans leur carrière professionnelle. Et donc, ça serait des politiques d'organisation du travail qui feraient qu'on hésite moins à vous recruter quand vous risquez d'avoir un enfant, ou est-ce qu'on hésite moins à vous donner un poste quand vous risquez d'avoir des enfants. Et là, probablement même, c'est aussi certainement des politiques publiques qui viseraient à ce que les pères aient un rôle beaucoup plus important dans l'éducation des enfants, en étant mieux formés et surtout plus présents. On a quand même, dans l'enquête du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge que j'ai cité tout à l'heure, un nombre non négligeable de femmes qui ont des enfants et qui disent, si le père avait été plus présent pour l'éducation du premier, peut-être que j'en aurais eu un second ou un troisième. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans un certain nombre d'enquêtes, notamment des enquêtes comparatives entre pays européens. On constate que les pays dans lesquels la fécondité a le plus baissé et elle a de plus mal à le remonter, c'est celles dans lesquelles les femmes ont pris beaucoup de place dans le monde du travail sans que les hommes soient présents au domicile et dans l'éducation des enfants. Voilà. Donc, voilà un peu des idées. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, il y a aussi toute la question de la confiance. Alors, la confiance dans les politiques, c'est-à-dire que les politiques dont on a l'impression qu'elles ne vont pas durer, ce n'est pas elles qui seront efficaces. Ce qui est important, si on veut s'investir dans la création d'une famille, c'est la sensation que l'aide publique, notamment l'aide à l'éducation, l'aide au logement, l'aide à tout ce qui va favoriser l'épanouissement d'une famille, si les politiques publiques changent. Et si on a l'impression que on augmente un congé parental, mais qu'on diminue une aide fiscale ou qu'on diminue les moyens qu'on va mettre dans l'éducation, etc., du coup, vous allez diminuer la crédibilité des jeunes dans la politique familiale, et donc, évidemment, ça va peut-être les faire hésiter dans leur projet. Voilà, j'ai été bavard, je m'excuse. Madame Lemenez, un complément ? Non, mais je voulais dire à quel point je pense que les politiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle sont quand même importantes, même si on voit que dans les pays nordiques, la fécondité baisse alors que ces politiques sont assez développées. Et dans votre enquête de l'INED sur les intentions de fécondité, si je ne me trompe pas, les couples qui sont sensibles à la question de l'égalité femmes-hommes souhaitent un peu moins d'enfants que les autres. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, parce que c'est très très clair.
clair que l'arrivée des enfants, la conciliation pèse encore aujourd'hui énormément sur les femmes qui se mettent à temps partiel, qui saisissent moins. Alors soit c'est dans leur entreprise, soit c'est elles-mêmes pour se consacrer davantage aux enfants. Mais il y a vraiment une pénalité salariale, donc une progression du revenu salarial après l'arrivée d'un enfant qui est nettement moindre, alors qu'on observe même le contraire pour les hommes. Donc voilà, c'est un élément aussi qui peut être important, et notamment pour les jeunes générations. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole à Florence Lasserade. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui montrent que toute l'Europe est concernée. Le micro. Ah, c'est pas le bon micro, mais pardon. Celui-là. Voilà. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations qui peuvent éclairer aussi nos réflexions. Est-ce que la France n'a pas été une exception pendant de nombreuses années du fait de la politique et du quotient familial et du logement et des emplois à domicile? Est-ce qu'on n'a pas quand même accéléré les choses en renonçant à tous ces avantages? Je m'explique, quand certaines familles ont 2 enfants, qu'il faut augmenter la taille du logement et qu'on n'a pas forcément l'aide à domicile qu'on aurait pu avoir jusqu'à il y a quelques années pour aller jusqu'au 3e enfant, justement, est-ce que c'est pas sur ces familles qu'il faut finalement à nouveau insister? Deuxièmement, vous parlez beaucoup de fécondité, pas beaucoup de fertilité. On sait très bien que la fertilité chez les femmes avant 30 ans est quand même bien meilleure, mais malgré tout, les jeunes femmes font des études, veulent avoir les mêmes emplois que les hommes. Et comment apporter de la bienveillance? Enfin, on est d'une génération où de toute façon on a connu ça, hein. C'était important pour nous de travailler malgré tout, il fallait se débrouiller pour le reste, donc repousser les grossesses, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut avoir vécu soi-même. Néanmoins, est-ce qu'il faut se contenter de dire bon on est là-dedans, on continue comme ça? Moi, quand j'ai commencé mes études de pédiatrie, on m'a dit tu fais un métier qui n'existera plus. D'ailleurs, le président de la CNAM explique qu'il n'y a plus besoin de pédiatres. Les métiers de l'enfance vont-ils disparaître ou pas? Je vais pas être plus longue, mais chaque fois j'en remets. Je parle pas de la mortalité infantile non plus. Je sais pas si vous êtes préoccupés du fait qu'on est passé de 2 pour 1000 à 4 pour 1000 en France. Est-ce que ça alourdit pas l'addition? Merci beaucoup. La parole à Daniel Chassaing. Merci Monsieur le Président. Merci pour toutes ces explications extrêmement complètes et précises. Donc moi, 2 petites questions. Mais vous avez partiellement répondu. Donc l'aide à la PMA en France est quand même très compliquée. Il faut attendre plus d'1 an pour avoir un rendez-vous. Est-ce que ça a une action, un préjudice à la marge? Et deuxièmement, je ne sais pas si vous avez répondu à ça, la première grossesse actuellement est après 30 ans. Il y a 25 ans, c'était à 25 ans, en 2000. Est-ce qu'on n'a pas une diminution de la fécondité un petit peu à partir de 25 ans? Et est-ce que, si vous voulez, alors après 30 ans, pour privilégier la carrière, est-ce que ça a une incidence? Merci. Merci bien. La parole est à Laurence Muller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci pour vos explications. Moi, j'avais quelques questions concernant les décès. Vous nous avez parlé de 800 000 décès. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les catégories d'âge voilà. Est-ce qu'il y a une augmentation du décès des jeunes? Et je rejoindrai la remarque de ma collègue sur la mortalité infantile. Elle est en hausse. Est-ce qu'on a une idée des enfants mort-nés? Il semblerait qu'il y ait une augmentation aussi de cette catégorie.
On remarque que le décrochage sur les naissances s'accentue à partir de 2022, presque dans tous les pays que vous nous avez montrés, mais s'accentue fortement. Est-ce qu'il y a une raison physiologique qui fait qu'il y ait une baisse des naissances? Quelle est la part dans les naissances de l'immigration? Parce qu'on peut imaginer que l'immigration... ils ont plus d'enfants et que c'est un moyen. Est-ce que c'est encore maintenu? Est-ce qu'une femme a plus d'enfants? Voilà. Et l'adoption. Est-ce qu'on peut compenser on a parlé de la procréation assistée, mais quels sont les taux d'adoption? Comment ça se passe? Et je suis complètement d'accord avec vous, il faudrait que les femmes puissent être un peu avantagées quand elles choisissent d'avoir des enfants. Pour moi, la retraite est un problème, hein, les trimestres qui pourraient compenser. Enfin, il faudrait une solution. Aujourd'hui, les femmes qui ont eu des enfants, elles ont en général levé le pied sur leur carrière et elles travaillent plus longtemps. Ce sont elles qui sont encore à l'emploi pour avoir des retraites pleines. Merci. Merci beaucoup. Parole à Patricia Demas. Merci, Monsieur le Président. En fait, on a bien compris qu'on était face à un tournant historique et ce n'est plus seulement une baisse de la natalité dont on parle, mais un changement de paradigme sociétal au final. Je voulais vous poser une question déjà sur les jeunes et sur cette baisse de natalité, ce désir de baisse de natalité. Et je me posais la question de savoir si l'INED disposait d'études comparatives sur la durée d'accès au premier CDI et au logement stable en France. Parce qu'au final, est-ce que cette instabilité ne pourrait pas être le premier facteur le premier contraceptif, j'allais dire, au final, sur les jeunes, cette précarité, donc, qui relèverait plus d'un choix de stabilité par rapport à l'emploi, d'un choix de stabilité par rapport au logement. Est-ce que ces deux éléments jouent sur ce constat d'avoir moins d'enfants, ou tout au moins pour le premier enfant? Par rapport à la montée de l'éco-anxiété, je voulais aussi faire référence donc à ce mouvement No Kid des 20-35 ans. Est-ce que vos données montrent que nous changeons au final de civilisation et de souhait par rapport à ça? Est-ce que la source d'angoisse est climatique? Est-ce qu'elle est financière? Est-ce que vous avez des données sur ce sujet? Et puis enfin, un dernier sujet par rapport au télétravail. Est-ce que le télétravail, vous avez des données sur le sujet? Est-ce que cela ne pèse pas mentalement sur le désir d'enfant des femmes pour tout au moins le deuxième enfant? Parce que lorsqu'on... Oui, peut-être. Non, pas forcément, pas au contraire. Parce que quand on a du télétravail et qu'on a aussi des enfants, ça peut être aussi un frein sur le deuxième enfant. Je voulais savoir si vous aviez des données sur ce sujet. Merci. Merci bien. Solange Nadille. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Alors, je suis un peu perturbée par votre premier développement avec vos chiffres, puisque dès le début, vous avez fixé le cadre, vous allez parler de données de la métropole, de données métropolitaines hexagonales. Donc, j'aimerais savoir déjà, est-ce que vos chiffres ne concernent, et votre analyse ne concerne que le territoire hexagonal, puisque je suis Solange Nadille, sénatrice de Guadeloupe. Et donc, moi, je vais vous dire ce que je sais et je vais vous poser des questions. Et si vous pouvez me répondre, tant mieux. La Guadeloupe compte aujourd'hui environ 380 000 habitants. Nous perdons en moyenne 0,5% d'habitants chaque année, et principalement en raison du départ des jeunes actifs. Moi, j'aimerais savoir comment l'INED analyse-t-il le décrochage démographique durable et quels leviers publics peuvent réellement inverser cette tendance. Dans un deuxième temps, un habitant sur 4 en Guadeloupe a plus de 60 ans. Et ça, c'est valable aussi pour certaines régions ultramarines, à part Mayotte ou la Guyane. Et les projections indiquent qu'il pourrait représenter près d'un tiers de la population d'ici 2030. Comment l'INED évalue-t-il l'impact de ce vieillissement accéléré sur les systèmes de santé, de dépendance et de solidarité dans les territoires ultramarins?
Et enfin, la troisième question, et elle est un peu normale, puisque je vous ai dit dès le début ma déception de cette présentation de chiffres. Comment l'INED explique-t-il cet écart et quelles actions envisage-t-il pour renforcer la production et la diffusion de données chiffrées spécifiques aux Outre-mer? Je vous remercie. Merci. Pour terminer, Annie Le Héroux. Merci pour la présentation et les réponses que vous avez déjà apportées. Et mes questions rejoignaient aussi certaines qui ont déjà été posées. Mais je voudrais que vous soyez peut-être un petit peu plus précise dans les analyses que vous avez pu faire. Est-ce que les politiques familiales, je pense au Portugal par exemple, où la courbe a été inversée, quels sont les éléments qui ont fait que les choses ont finalement changé? Concernant le nombre d'enfants désirés, alors j'ai pas tout à fait compris, mais j'ai quand même, on constate quand même que le peu de familles passent de 2 à 3 enfants en fait. Est-ce que c'est un phénomène qui touche de la même manière les zones urbaines et les zones rurales? Parce que vous avez aussi dit que les familles, lorsqu'elles partent à la campagne, on constate qu'elles font plus d'enfants, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications là-dessus? Ensuite, sur l'infertilité, ça ne jouerait qu'à très très peu de choses. Vous avez dit 0,1%. Pourtant, on entend beaucoup dans notre environnement, en fait, le fait qu'il y a d'une part, les causes de l'infertilité qui seraient dues à des troubles qui proviendraient de notre mode de vie, de notre qualité d'alimentation et de l'environnement, mais aussi la peur de l'avenir du fait d'une dégradation de l'environnement, et on ne veut pas faire grandir nos enfants dans un environnement qui serait... Donc il y a les deux éléments, effectivement. Donc est-ce que ce 0,1%, il semble peu par rapport à ce que l'on peut communément entendre. Et puis une autre question concernant on voit qu'il y a une décohabitation des ménages, donc une monoparentalité plus importante. Donc les femmes se séparent et les hommes se séparent plus souvent aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu analyser la question de l'augmentation de la natalité au regard de la refondation d'une deuxième, voire d'une troisième famille? Et puis, dernière question sur l'actualité du No Kids. Est-ce que notre société, finalement, est très réticente à la place des enfants, etc. Est-ce que ça a aussi une influence sur nos jeunes qui, finalement, ne veulent pas faire grandir leurs enfants dans une société qui ne donne pas la place à la famille et aux enfants tels qu'ils pourraient l'envisager? Et donc, pour terminer cette fois, Raymond Poncet-Monge. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour vos exposés. Moi, j'aurais souhaité que vous nous donniez une vision globale mondiale. Parce que, en fin de compte, je suis tentée de dire, est-ce si grave, docteur, d'avoir une baisse ainsi générale, vous l'avez dit, mais est-ce que l'accroissement de la population sur le plan mondial devait être sans limite? Et ce pic, on nous disait, on sera 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, 12 milliards. Bien, quelque part, en tant qu'écologiste, sans vouloir faire du Malthus, du post-Malthus, ça posait quand même souci. Donc, le taux de renouvellement, effectivement, quand on dit qu'il est inférieur à 2, tout de suite, on se dit il y a un risque d'extinction de notre espèce, quoi, hein, mais c'est pour dans quand? Et malheureusement, je crois qu'il y a d'autres risques avant que le risque démographique porte ainsi ses effets négatifs sur la pérennité de l'espèce homme, quoi, hein, homme-femme, quoi, homme au sens humain. Voilà, il faut aussi peut-être avoir les politiques dont on a parlé, hein, qui sont afin que tout simplement
le nombre d'enfants réels soit le plus proche du souhait. Enfin, je veux dire, c'est ça la politique que nous devons faire. C'est pas vouloir remonter à 3 pour faire monter la population française dans la population mondiale. Donc, la politique publique doit, en quelque sorte, non pas se résumer, mais presque, dans le fait qu'il faut permettre au désir et à l'intention d'enfants de se réaliser, qui est que l'écart ne soit pas économique, de carrière professionnelle, tout ça, vous l'avez bien pointé. Mais sur le plan mondial, quel est le risque? C'est ce qu'il faut poser. Et sans compter qu'effectivement, la politique, on parlait du Portugal, mais enfin, la politique d'immigration, je pense aussi à l'Espagne qui, dernièrement, a régularisé 500 000 travailleurs, a aussi son poids. Et vous avez parlé de 120 000, mais dans le passé, il était supérieur. Nous faisions plus d'enfants et le flux migratoire était supérieur. Donc, c'est deux axes. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole pour faire une réponse globale et avec quelques points particuliers, hein, d'accord? Vu le nombre de questions. Qui commence? Oui, je vais commencer sur quelques aspects qui concernent plutôt les données, les informations disponibles. Alors tout d'abord, Madame, pour vous répondre, tous les chiffres que j'ai présentés concernent toute la France. La seule chose, c'est qu'il y a certaines séries qui remontent loin dans le passé, qui ne sont que sur la France hexagonale. Mais autrement, dans les toutes premières courbes que j'ai montrées, il y avait la France depuis, je ne sais plus, enfin, y compris les DOM et y compris même Mayotte depuis 2014. Donc, et en fait, il y a énormément d'informations sur le site de l'INSEE. Donc là, j'ai fait un cadrage très général. Mais c'est vrai que la situation de la Guadeloupe, par exemple, il y a une baisse des naissances, à la fois parce que la fécondité des femmes baisse, mais contrairement à ce qu'on observe en moyenne sur l'ensemble de la France, il y a aussi effectivement un nombre de femmes en âge d'avoir des enfants qui diminue, puisqu'il y a une partie des jeunes qui s'en vont. Donc il y a les deux facteurs, en fait, dans le cas de la Guadeloupe, qui expliquent la baisse des naissances. Il y a une question aussi sur les données sur les personnes immigrées. Alors, dans les parents, les enfants qui ont un parent ou deux parents nés à l'étranger, ça représente en gros 34% des naissances. Et les derniers chiffres, si vous voulez, on pourra vous les donner. Alors, il y a plusieurs choses à dire de ce point de vue-là. C'est d'un côté, la proportion d'immigrés en France croît régulièrement, mais voilà, ça croît notamment depuis le début des années 2000. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les personnes immigrées sont très majoritairement d'âge actif. Donc ça a aussi beaucoup d'importance par rapport. Alors, sur les naissances, évidemment, parce que c'est des âges où les personnes sont les plus fécondes, mais ça a aussi beaucoup d'incidence sur le marché du travail, sur l'économie, sur les ratios de dépendance seniors par rapport aux personnes d'âge actif. Donc, du coup, voilà, il y a aussi ces aspects-là à prendre en compte parce qu'ils sont très importants, hein, notamment par rapport au système de retraite. Et ensuite, la fécondité des femmes immigrées, alors ça dépend des origines des pays, mais est plus importante en moyenne que celle des femmes nées en France. Après, quand on regarde à niveau de diplôme, pour les diplômes du supérieur, c'est les mêmes ordres de grandeur. Hein, les écarts se voient surtout pour les niveaux peu diplômés. Et on l'a dit tout à l'heure, la fécondité baisse dans tous les pays du monde. Donc pour les femmes immigrées qui arrivent maintenant, la fécondité est plus basse que celle qu'elle pouvait être par le passé. Et sur ce point, dernier sujet, c'est ensuite les enfants qui naissent en France avec un ou deux parents immigrés, ils ont une fécondité qui est tout à fait comme celle des femmes nées en France, de parents nés en France. Ça, c'était les points principaux, je crois, sur les données. Puis vous avez aussi une question sur les décès.
Alors, sur les décès, il y a deux choses. Alors, on a dit tout à l'heure, l'espérance de vie continue à augmenter. Donc, il y a des gains d'espérance de vie, donc des risques de mortalité aux âges élevés qui continuent à diminuer, même si les progrès en termes d'espérance de vie se ralentissent. Se sont ralentis assez fortement ces dernières années. Mais il y a vraiment un effet volume très, très important. Enfin, les classes d'âge à 800, même 900 000 certaines années. Et donc, là, il y a la majorité des baby-boomers qui sont rentrés dans la classe des 65 ans et plus. La génération 1946, elle a 80 ans aujourd'hui. Donc, c'est ça qui explique l'augmentation continue des décès. Donc là, on a tous les détails. Je ne sais pas ce que vous vouliez savoir précisément sur ce sujet, mais... Ah, par contre, la mortalité infantile, elle a baissé jusque de mémoire en 2005. Après, elle a légèrement augmenté jusqu'en 2011. Elle stagne de plus, mais on est vraiment pas bien classé en Europe de ce point de vue-là. Alors, j'ai plus tous les travaux en tête. On en a fait à l'INSEE. On pourra vous les envoyer. Il y a un lien avec des situations de précarité quand même aussi des femmes. Il y a, enfin ça c'est assez documenté. Mais voilà, ça, je pourrais vous envoyer les éléments, je ne les ai pas en tête. Et puis après, il y a un sujet qui nous intéresse tous, qui est de savoir dans quelle mesure l'évolution des modes de vie, le fait qu'il y ait des séparations, des unions à nouveau, de quelle manière ça joue sur la fécondité. Ce que je veux juste dire, c'est que l'INSEE, mais accompagné de l'INED, a mené une très grande enquête, l'enquête famille, qui a été sur le terrain l'année dernière, et on attend beaucoup de cette enquête parce qu'on suit l'histoire des personnes, les mises en couple, les séparations, les remises en couple, à quel moment les personnes ont des naissances. Donc on attend beaucoup, mais on n'a pas les résultats pour tout de suite. Ça sera plutôt pour fin 2027. Voilà. Merci pour toutes ces questions. Alors, il y a tellement de sujets qui sont abordés que c'est un peu difficile de répondre d'une façon globale. Peut-être commencer par la question la plus générale. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une baisse des naissances ou d'une baisse de la population? Donc, ça a été dit, mais je crois que c'est important de le répéter. Pour les 15 prochaines années, c'est le vieillissement de la population, l'augmentation des décès, mais aussi l'augmentation du nombre de personnes qui vont souffrir de dépendance liée au grand âge qui est devant nous. Et ça, on a eu 550 000 décès dans les années 2000. On est maintenant à 650 000. On va être à 800 000. Et donc, il y a un sujet extrêmement important de la prise en charge de nos personnes âgées et de savoir si ça va être public ou privé, à l'intérieur des familles ou bien organisé d'une façon publique. Est-ce que c'est uniquement les femmes qui vont s'occuper des vieux ou des vieilles, ou est-ce que les hommes vont prendre leur part? Si ce sont des femmes, est-ce qu'elles vont être payées pour ça? Est-ce qu'elles vont être payées correctement? Donc ça, ce sont des questions qui sont devant nous avec un gouffre financier très important, mais la nécessité impérieuse de traiter bien nos personnes âgées. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très important, et la fécondité n'a rien à voir dans l'histoire. Les migrations ont à voir parce que ce sont surtout des femmes migrantes, mal payées, dans des conditions de vie compliquées, qui s'occupent aujourd'hui des personnes âgées, comme des enfants d'ailleurs. Et il y a un problème de population, disons, active qui s'occupe des enfants, mais il y a surtout, il va y avoir un besoin énorme pour aider les personnes âgées, qu'elles restent à domicile ou qu'elles soient d'ailleurs en EHPAD. Il faudra des gens pour les soins au corps, et donc il faut vraiment se rendre compte du fait que ça, c'est vraiment pour les 15 prochaines années. Ensuite, pour la suite, si la fécondité baisse, François Clanchet l'a dit, les enfants qui ne naissent pas aujourd'hui, dans 15-20 ans, ça fera des jeunes actifs en moins. Donc, est-ce qu'il faut augmenter la population active en améliorant les taux d'activité des jeunes, mais aussi des femmes? On a parlé des questions de conciliation, ou bien des travailleurs âgés. On a aussi la question de l'âge de la retraite, mais aussi de l'adaptation des postes d'emploi. Donc tout ça, c'est des politiques qui n'ont pas le but d'augmenter les naissances, mais de faire avec. Et sur le long terme, une politique qui diminue, donc il y a de plus en plus de travaux de démo économique qui montrent qu'une population qui augmente un peu ou qui diminue un peu, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, ce sont les personnes d'âge moyen qui s'occupent de payer pour les enfants et pour les vieux. Et une population qui diminue un peu, il y a un peu plus de vieux. Une population qui augmente un peu, il y a un peu plus d'enfants. Mais au total, ça ne change pas énormément. Ce sont surtout les chocs qui sont importants, ou bien
les niveaux très importants. Quand la fécondité est extrêmement basse ou quand elle est extrêmement haute, là, il y a des problèmes d'ajustement des pays. Donc, je crois que c'est important de poser cette question parce que est-ce qu'on veut une politique pour augmenter le nombre de naissances? J'ai l'impression que dans cette Assemblée, il y a un consensus pour ça. Mais d'abord, est-ce que c'est possible? Et ensuite, est-ce que c'est utile? C'est pas inutile quand même de se poser des questions. Alors, sur le rôle des migrations, on a aujourd'hui un tiers des naissances dont au moins un parent n'est pas né sur le territoire français. Donc, les migrations ont un rôle très important, Sylvie Lominez l'a dit, à la fois pour augmenter la population active, mais aussi pour augmenter le nombre de naissances. Alors maintenant, dans ce tiers de naissances, il y en a la moitié qui ont aussi un parent qui est né en France. Et il n'y a plus, disons, si on veut voir les naissances qu'on pourrait considérer comme les plus étrangères, il n'y a que 15% des enfants qui naissent de 2 parents qui sont nés eux-mêmes hors de l'Union européenne. Donc, entre les naissances d'immigrés et les naissances de natifs, en fait, il y a un halo très important. Et plutôt que de craindre un envahissement par des étrangers, c'est plutôt le triste sort des immigrants de devoir se fondre dans la population. Et on voit bien ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont en Amérique, au Japon. Est-ce qu'ils vont devenir des Américains ou est-ce qu'ils vont devenir des Japonais ou est-ce qu'ils vont rester français? Et donc le risque des migrations, c'est plutôt que les migrants, ils rêvent de faire fortune et de rentrer chez eux. Et puis ils font des enfants, ils sont coincés dans leur pays de destination et il faut qu'ils deviennent des citoyens de ce pays. Donc il y a un effort à faire par les migrants. Il y a aussi un effort à faire pour les populations pour intégrer les migrants le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Donc ça, c'est un élément de la politique aussi de natalité qu'il ne faut pas oublier. Alors, on a parlé de PMA. Bon, l'âge moyen à la première naissance est encore aujourd'hui inférieur à 30 ans. Il est plutôt de 29,3 ans. Et les problèmes de stérilité sont des problèmes de santé publique très importants. Disons, les méthodes d'assistance médicale à la procréation sont un sujet de santé publique très important, mais à l'échelle de la population, François Clancher l'a dit, si tous les couples qui avaient des difficultés étaient traités, on aurait au maximum 0,1 enfant par femme. Et on voit là, l'indicateur conjoncturel de fécondité, il a baissé de 0,4 enfants par femme en 10 ans, donc 4 fois plus. Donc c'est un sujet très important, mais ça n'est pas, ou ça a été dit, ça n'est qu'une solution extrêmement partielle à la baisse de la fécondité. Ce sont vraiment 2 sujets qu'il faut distinguer complètement. Il y a des bonnes raisons de traiter les couples qui ont des difficultés pour faire des enfants, mais le fait d'augmenter le nombre de naissances dans le pays n'est pas la raison principale, n'est même peut-être pas une bonne raison. Alors, sur l'environnement, c'est vrai qu'il y a une détérioration de la qualité du sperme, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des craintes médicales, mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre en évidence de lien entre ces détériorations de l'environnement et la baisse de la fécondité. Ça va peut-être venir à l'avenir, mais pour le moment, la baisse de la fécondité, elle tient beaucoup plus à des causes qui sont générales et qui ne sont pas des causes physiologiques. Alors, il y avait un mot sur les avantages à la retraite. Je crois que c'est vous qui disiez que les femmes étaient tellement désavantagées qu'il fallait leur donner des avantages à la retraite. Donc ça, on a montré que ça n'a aucun effet sur la fécondité. Les femmes ne font pas des enfants pour avoir des avantages à la retraite. Donc si on veut lutter contre les désavantages des femmes, il faut améliorer la situation des femmes sur le marché de l'emploi et pas leur donner des avantages quand elles auront 60 ou 65 ans. Donc ça, c'est un élément très important. C'est un espèce de lot de consolation. C'est comme quand on a dit aux fonctionnaires, on ne vous paye pas bien, mais vous aurez des belles retraites. C'est pareil, ça ne marche pas du tout. Donc c'est presque un piège, cette histoire d'avantages différés. Il y a encore aujourd'hui en France des inégalités entre les femmes et les hommes très importantes. Et ça n'est pas en compensant au moment de la retraite qu'on va résoudre la question. Alors ça pose la question de la transition. C'est sûr que, absolument, les générations aujourd'hui de femmes qui ont peu travaillé ou qui ont eu des carrières interrompues souffriraient si on enlevait tous les avantages familiaux. Mais à terme, les avantages familiaux sont plutôt désavantageux pour les femmes. Mais bon, ça c'est... Enfin, je vais pas... Alors, peut-être un mot sur le no-kid et sur les inquiétudes. Donc, d'une part, on a été surpris dans notre enquête par l'ampleur des inquiétudes. Les jeunes sont soit inquiets, soit très inquiets. Et d'une certaine façon, ils ont raison de l'être. Les rapports du GIEC qui montrent le réchauffement climatique et le déni total des politiques depuis une dizaine d'années, les risques de conflits, la fragilité économique dans pas mal de pays, mais en France, la fragilité économique des jeunes est beaucoup moins que dans d'autres pays un facteur donné par les jeunes pour ne pas avoir d'enfants.
On a effectivement les inégalités entre les femmes et les hommes, le fait que les femmes voient beaucoup plus qu'avant le piège que c'est pour elles de faire des enfants. Mais d'une manière générale, la fragilité économique, qui est un facteur très important dans beaucoup de pays d'Europe, est moins présent en France grâce à la force et l'histoire de la politique familiale, qui fait que les gens ont l'impression que de toute façon, ils vont être aidés s'ils font des enfants. Ça pose d'ailleurs la question de la politique, d'abord de la stabilité de la politique familiale. On voit les congés parentaux, c'est une très bonne mesure, mais est-ce qu'il faut le financer en fragilisant les augmentations d'allocations familiales quand les enfants atteignent l'âge de 14 ans? Bon, ces changements de politique, ils risquent de diminuer la confiance sur l'aide au long terme. De même, on a parlé d'éducation, le fait que l'école soit gratuite. On n'a pas en France de gens qui nous disent... Bon, alors ça commence à arriver, François Clonchet a raison, mais dans nos enquêtes, personne ne nous dit « je ne vais pas faire plus qu'un enfant parce que ça coûte trop cher de payer pour l'université ». Alors on commence à le voir dans des discours journalistiques parce que justement, il y a des pays où c'est la principale raison. Les gens disent « moi, je ne ferai pas d'enfant ou si j'en fais, j'en ferai que un parce que je n'aurai jamais de quoi payer 2 enfants dans les études supérieures ». En France, on n'a pas ce discours. Et du coup, la politique d'éducation, vous voyez, même si d'un point de vue d'égalité sociale, on est assez mauvais par rapport aux autres pays, c'est une politique nataliste. Et on peut dire la fragilité de l'éducation, c'est une politique antinataliste. Donc, de même pour la politique du logement. La politique du logement, c'est une politique nataliste, mais c'est jamais qu'un effet secondaire éventuel et pas certain. La politique du logement, c'est d'abord pour permettre aux gens de se loger correctement. Donc, il y a aussi ce côté... Est-ce qu'il faut lutter contre la baisse des naissances et est-ce qu'on n'a pas d'autres bonnes raisons d'aider les familles que de vouloir qu'elles fassent plus d'enfants? Donc la politique familiale, ça a été un tournant qui a été pris dans les années 1980. Elle est plus orientée sur la lutte contre la pauvreté des familles, sur la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et ce n'est pas garanti qu'une politique efficace de ce point de vue-là augmentera les naissances. Ce qu'il y a de sûr, et François Clonchet l'a dit, les politiques qui sont directement pronatalistes, que ça soit des baby-bonus, des limitations de l'accès à l'avortement, un coût plus élevé de la contraception, ça n'a pas d'effet, ça ne marche pas. Et en plus, ça détériore plutôt le bien-être de la population. Voilà, je crois que moi aussi j'ai été assez long, je vais m'arrêter là, je ne sais pas si... Juste, je vais rajouter quelque chose pour répondre à la question mondiale. Effectivement, les dernières projections des Nations Unies, alors il y a une incertitude, mais on considère que la population mondiale va cesser de croître avant la fin du siècle. Alors, est-ce que c'est en 2060, 2080? Mais il est prévu maintenant que la population mondiale va arrêter de croître autour de 10 milliards d'habitants et elle va décroître, puisque dans tous les continents, tendanciellement, elle décroît, et bientôt en Afrique aussi. Et je pense que là, il faut effectivement se poser la question, est-ce que c'est grave? Et que, effectivement, je pense que, je crois que ça a déjà été dit, il faut que les personnes puissent avoir les enfants qu'elles le souhaitent. Il faut probablement qu'elles soient informées aussi tout au long de leur vie et qu'elles aient des droits à la fois à un certain moment de leur vie de ne pas avoir d'enfants et qu'on leur donne le droit d'en avoir plus tard. Donc voilà, cette question se pose et se pose vraiment dans tous les pays du monde. Si vous avez un peu de temps, il y a un excellent rapport qui a été diffusé en fin d'année dernière par les Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour la population, sur cette question justement, qui pose exactement la question sociétale du souhait d'avoir des enfants et des possibilités d'avoir les enfants que l'on veut dans les bonnes conditions. Effectivement, je pense que c'est ça que l'on doit suivre. Enfin, en tout cas, la population mondiale, sans doute pour de bonnes raisons d'un point de vue écologique et planétaire, devrait s'arrêter de croître, voilà, d'ici 30 ou 40 ans. Merci beaucoup pour ces explications, cet échange. C'était, je crois, important, d'ailleurs, au regard de l'actualité, de faire un point. Et puis, forcément, ça a une influence sur les choix politiques que l'on peut faire dans un certain nombre de domaines. Voilà. Merci beaucoup.
Bien, mes chers collègues, chut, je vous demande de reprendre place